Et en quelques mots, je voudrais vous dire le plaisir que j'ai d'être parmi vous ce matin. Je tiens aussi à remercier Monsieur le Président de la Korea Foundation pour la clarté et la précision avec laquelle il a situé le débat qui nous rassemble. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'éléments dont je n'aurais même pas besoin de faire mention parce qu'il a parfaitement situé le paysage, le cadre général dans lequel les problèmes qui nous réunissent ce matin se présentent dans la mesure dans laquelle des changements d'organisation, des changements de fonctionnement dans l'enseignement supérieur ne sont pas, et ne sont, je dirais, presque en aucune manière des petits aménagements, des petites transformations, des petites modernisations, mais à quel point tous ces éléments ne prennent leur sens qu'à la condition de bien comprendre l'ampleur, la signification, et j'emploierai tout à l'heure le mot d'ampleur d'échelle anthropologique pour parler de la signification des processus auxquels nous sommes confrontés. Monsieur le Président a également très clairement indiqué une des choses qui rassemble souvent, concentre les attentions, c'est-à-dire, ah oui, Bologne, c'est en Europe. Il y a même quelquefois des gens qui confondent Bologne et Pologne. Mais ça, c'est pas grave. C'est en Europe, mais ça ne veut pas dire du tout, bien que ça ait été un des éléments du projet, ça n'est pas seulement, et je dis de moins en moins, le problème d'une simple organisation de l'enseignement supérieur européen. Il y a désormais, dans le fonctionnement du processus de Bologne, des universités des pays qui ne sont pas européens, et il y a à l'extérieur de l'Europe, et en coordination avec le processus de Bologne, ce que Monsieur le Président a très bien indiqué, des pistes, des développements, de nouvelles coopérations qui s'inspirent des mêmes préoccupations, qui répondent aux mêmes enjeux, mais sans que le cadre européen lui-même ne nous soit en quelque sorte définitivement imposé, ni aux établissements et aux pays extérieurs à l'Europe, ni, je le dis aussi, aux établissements universitaires européens eux-mêmes. Ils ne sont évidemment en aucune manière condamnés par Bologne à ne consacrer leurs efforts qu'à la montée en puissance, le développement, l'affrontement des concurrences à l'intérieur et en partenariat avec uniquement des établissements européens. Donc j'entame maintenant la partie principale de mon exposé, et sans doute un des maîtres mots auxquels nous devons penser est le mot d'interrogation. C'est-à-dire, il est facile de s'en tenir à des réaffirmations d'objectifs, la prise en compte d'éléments qu'il faudrait atteindre, qu'il faudrait poursuivre, c'est important, mais il faut aussi se demander, au-delà des échéances qu'ont été des réunions ministérielles, qu'ont été des débats parlementaires dans un certain nombre de cas, mais quelles ont été vraiment les intentions qui se sont manifestées. Et là, je voudrais faire une parenthèse. Un des éléments fondamentaux du processus de Bologne est que même s'il a pris la forme de politique gouvernementale, il est avant tout né de volontés qui se sont manifestées au sein même de la communauté universitaire. Il n'est pas fortuit que la proposition première de lancement de ce qu'on n'appelait pas encore le processus de Bologne, parce qu'on ne savait pas que la réunion suivante se tiendrait à Bologne, a été une raison protocolaire qui était la commémoration des 800 ans de l'Université de Paris. Et Claude Allègre, et j'allais dire mon collègue Claude Allègre, a, en son rôle de ministre des Affaires étrangères, mais aussi en son rôle de savant très connu,
de géophysicien, a, je dirais, senti la nécessité, et une nécessité qui était ressentie par de très nombreux collègues, de réfléchir à ce que l'enseignement supérieur devait devenir, comment il devait se transformer par rapport à des évolutions mondiales dont il était déjà absolument évident qu'elles se profilaient, qu'elles se développaient. Donc les gouvernements, en quelque sorte, ont repris au vol, se sont saisis d'interrogations et de pistes de travail qui avaient été décelées et exprimées par des scientifiques de différents profils, de différentes orientations. Deuxième question, donc, ou première question, suivant on prend la précédente remarque comme liminaire, c'est précisément, nous en disions un mot tout de suite, la question du périmètre généralement associé au processus de Bologne. Et donc, l'interrogation ou l'alternative est, s'agit-il d'impliquer l'Europe? Et bien sûr, l'Europe est impliquée. Mais ce qui est en jeu, est-il la définition d'un cadre européen de l'enseignement supérieur, ou s'agit-il de la capacité de l'Europe, et l'Europe, je dirais, par définition, ne peut pas être fermée sur elle-même. Elle est ouverte aussi bien par les mers et les océans que par les continents à l'ensemble du reste de la planète, pour ne pas parler de ce qu'a été son histoire. Mais la capacité de l'Europe à engager et à soutenir des changements plus larges, et je n'hésiterai pas ici à employer un mot qui peut paraître grandiloquent, mais des changements que nous pourrons considérer comme universels, c'est-à-dire qui concernent l'ensemble de la planète, et dans cette mesure, évidemment, et je crois que c'était la réponse à cette question, est unilatéralement la réponse numéro 2, non, le processus de Bologne n'est pas une fermeture de l'enseignement supérieur européen sur lui-même, il est une façon de poser des problèmes qui permettent à l'enseignement supérieur européen de s'ouvrir et de coopérer avec les enseignements supérieurs, et je dirais même au-delà, avec l'ensemble des institutions éducatives. Nous avons trop tendance à couper le territoire de l'Europe, les populations de l'Europe et ce qui est à l'extérieur. Mais aussi, je dirais à la limite, de ne penser, quand on pense à Bologne, qu'à l'enseignement supérieur. Penser aux processus qui sont en jeu, c'est aussi se dire que tous les ordres d'enseignement, toutes les démarches qui constituent un modèle éducatif sont bel et bien concernés, depuis l'enseignement élémentaire, l'enseignement secondaire, et je dirais toute démarche qui contribue à répandre et à associer dans nos populations la montée en puissance de la diversité, de la fluctuabilité des connaissances et des compétences auxquelles la complexité accrue et l'ouverture globale de notre monde aujourd'hui nous appelle. Une deuxième interrogation complète la première. Parce que les formulations courantes sont installées. Ben oui, c'est des réformes. Bon. Réforme est un mot très difficile, et je m'en excuse auprès de notre traductrice, un mot très difficile à traduire. Parce qu'il y a des tas de choses dans une réforme. La question est donc, non pas qu'il y ait ou pas des réformes, il y a des réformes. Mais ce qui est en cours, est-il un corps de réforme, un projet de réforme qui aurait été proclamé, qui aurait été défini, et dont il ne resterait plus qu'à assurer la mise en œuvre, ou, ce que je crois beaucoup plus fortement, sommes-nous en présence d'une traduction dans le domaine qui est le nôtre, celui de l'enseignement et en particulier de l'enseignement supérieur, une traduction des données, des opportunités et des contraintes qui sont celles de, encore une fois, ce qu'on appelle souvent de termes qu'on a beaucoup de mal en apparence à définir, mondialisation, globalisation. Ce sont de très grands cadres, et
dans ces grands cadres, je crois qu'il y a une chose qu'on peut dire, c'est tout simplement, c'est un appel, c'est un enjeu de saisie de possibilités, c'est-à-dire de faire ce que l'humanité dans son histoire a toujours su faire plus ou moins bien, plus ou moins à temps, mais qui est de développer une politique des possibles pour répondre à la conscience qu'on améliore, qu'on accroît de la réalité et des évolutions qui vont quelquefois et se développent sans que les volontés conscientes soient au premier degré, je dirais, il y a toujours une grande prétention, une volonté rationalisatrice, et Dieu sait si les Français, de ce point de vue, sont des gens dangereux. Depuis le siècle des Lumières, depuis Voltaire, depuis beaucoup d'autres, on a toujours chez nous un petit peu l'impression que nous sommes capables de tout savoir, de tout comprendre, et en plus de l'enseigner aux autres. Nous devons rester très prudents, nous sommes en phase avec des processus dont personne ne connaît encore aujourd'hui, en dehors d'un certain nombre de voies de développement, ne connaît encore, je dirais, la totalité des aboutissements. La troisième interrogation, j'en ai dit un mot tout à l'heure, c'est le processus de Bologne est-il le produit justement d'une décision, d'un choix rationnel, ou est-il, sans restreindre la part des initiatives, le poids des choix politiques qui ont un rôle considérable à jouer, s'agit-il aussi, voire surtout, d'accompagner dans leur naissance des bouleversements dont certains, je dirais, ont des racines extrêmement anciennes. Je crois même que la notion même d'université et le caractère universel que l'enseignement supérieur et l'université proclament nous renvoie, aux 800 ans de l'université de Paris, aux 800 et quelques années maintenant de l'université de Paris, c'est-à-dire au moment où un mouvement de libération des esprits a recherché la production des connaissances en dehors de la simple répétition de dogmes. Il y a toujours une place très révolutionnaire dans le fait de se poser la question des évolutions du monde des idées. Donc ces bouleversements qui étaient déjà inscrits dans le cours des choses, qui sont en train de se mettre en œuvre, la grande question est, est-ce que ces évolutions se mettent en œuvre seulement d'elles-mêmes, comme des évolutions, des bouleversements, des glissements dont nous ne pourrions qu'après coup percevoir les éléments et la signification, ou y a-t-il un échange, un va-et-vient qui est celui de l'histoire des idées et de comme je disais tout de suite, la saisie, la possibilité de comprendre l'évolution du monde réel, et en contrôlant consciemment, volontairement les développements, de créer justement les conditions qui nous permettent de fournir des réponses, d'ouvrir des pistes, de commencer quelquefois, avant qu'elles se soient posées, à répondre à certaines questions en essayant de ne pas laisser de gros problèmes en travers du chemin. Au-delà encore, une dernière question qui nous ramène là cette fois au processus de Bologne tel que, dans ses premières phases en tout cas, il a semblé être cantonné. La naissance d'un modèle ou d'un système universitaire européen a très vite, pour ne pas dire tout de suite, tourné autour de la question des diplômes. Déjà dans la déclaration de la Sorbonne, donc en 1998, l'idée que serait à encourager la mobilité des étudiants, le fait de suivre des études dans plusieurs établissements de plusieurs pays, de créer des diplômes associant plusieurs établissements, des bidiplômes ou des diplômes duels, tout cela pose, je dirais, au-delà de ce qui pourrait être
une absence de réflexion. Il y a des diplômes, on réforme les diplômes. Mais il y a quand même une question, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un diplôme? Ça n'a l'air de rien, ça paraît très prétentieux, mon pauvre ami, on a toujours fait comme ça. Il y a toujours eu des diplômes. Non, il n'y a pas toujours eu des diplômes. Et ces diplômes ont été des réponses, des tentatives de réponse, des chaînes de réponses à un ensemble de questions que nous retrouvons précisément au cœur des phénomènes et des processus que nous devons aujourd'hui intégrer dans notre vision d'un monde en bouleversement. Toutes ces questions de se résoudre, mais ça je dirais, y a-t-il une seule question qu'un homme se pose qui se réduise à une simple alternative? Oui ou non, blanc ou noir? Encore savons-nous qu'il y a de nombreuses discussions pour définir le blanc et définir le noir. Est-ce que c'est des couleurs? Est-ce que c'est pas des couleurs? Bon, je vous fais grâce de ces digressions. Mais les questions auxquelles nous nous trouvons là confrontés sont des questions extrêmement diffuses, complexes, impressionnistes, fluctuantes. Les questions qui se sont trouvées posées, qui ont structuré la démarche du processus de Bologne, pour beaucoup d'entre elles, ne sont d'ores et déjà plus les questions que nous sommes amenés à nous poser. Est-ce que cela veut dire que nous considérons que les questions de 1998 et 1999 ont été résolues et donc nous pouvons passer à d'autres questions? Bien entendu, ça serait très naïf de le croire. Beaucoup de ces questions, je dirais, se sont désintégrées et réintégrées dans d'autres jeux de questions. Et c'est cette dynamique qui est, dans une large mesure, ce que je crois nous pourrions retenir comme une définition, pas très facile à formuler brièvement, mais de ce qu'est ce processus de Bologne. Ce jeu de questions-réponses dans lesquelles chaque réponse appelle des questions nouvelles, mais appelle à reconsidérer la question elle-même. En d'autres termes, comme il m'arrive de le dire à mes collègues, j'aimerais bien, de temps en temps, connaître toutes les questions qui m'ont permis de donner cette réponse. C'est un gros piège pour la traduction, excusez-moi. Une interrogation parmi d'autres, au milieu de cela, c'est déjà, par exemple, le cadre chronologique du processus de Bologne. Au moment où il est lancé, les choses semblent parfaitement claires. Il s'agit en 10 ans, enfin en 11 ans, de 1999 à 2010, cette année, de élaborer la restructuration, la montée en organisation de ce processus universitaire européen. Nous sommes 10 ans après, pouvons-nous, en quoi que ce soit, considérer que les choses sont derrière nous, que nous avons mis sur pied ce système universitaire européen avec tous les degrés d'ouverture sur l'extérieur de l'Europe dont je parlais tout à l'heure? Je crois que la réponse est non. Pour des domaines entiers, des éléments considérés comme des éléments clés de ce que proposait dans ses premiers élans le processus de Bologne sont très loin d'avoir été atteints. Il y a à cela d'excellentes raisons, et ça n'est dans mon esprit en aucune manière une condamnation du processus de Bologne. C'est tout simplement que ce qui a été l'objet d'une impulsion initiale, c'est confronté à la multiplicité, encore une fois, des possibilités, des opportunités et des contraintes, et que, je dirais, tout cela a multiplié les pistes, quelquefois les a brouillées. Mais je n'en prendrai qu'un exemple. Lorsque le processus de Bologne est lancé, le cadre institutionnel universitaire est apparemment clairement défini. Une organisation des études universitaires composée de 2 degrés. Un degré initial,
undergraduate et un degré de continuation des études qui, au départ, englobe aussi bien le niveau graduate classique que les études doctorales. Et il va falloir plusieurs années pour que, à travers des éléments, je dirais, relativement fluctuants, nous en venions à ce qui est de plus en plus clairement perçu comme très probablement une donnée de longue durée et probablement une donnée réaliste, qui est différenciée au sein de cette deuxième étape, de ce deuxième type, de ce deuxième profil universitaire, identifié et désormais maintenant considéré comme un type en soi, le domaine des études doctorales. En d'autres termes, passer de 2 degrés à 3 degrés, mais ça s'est fait de façon compliquée à la conférence de Berlin. Je vais faire un très rapide rappel des étapes tout de suite, mais à la conférence de Berlin, le discours est très ambigu. Dans un même temps, on rappelle le principe d'un système à 2 degrés, donc 2 niveaux de diplôme, et simultanément, on souligne le caractère particulier, autonome, devant être reconnu comme tel, des études doctorales. Il y a donc, je dirais, des moments, et c'est parfaitement normal, où la réflexion, la discussion, les compromis aussi bien universitaires que politiques, conduisent à ce que des infléchissements, des virages sont pris. Excusez-moi, pas trop prolongé. Pour en revenir donc à la façon dont les choses se passent, ces évolutions s'accompagnent de constats, d'étapes qui redeviennent des évaluations de l'ensemble du processus, et je dirais l'enseignement supérieur rentre dans une période, en tout cas en Europe et en particulier en France, de remise en question de ces modes d'organisation. Il y a à ce moment-là, je dirais, un certain nombre de phénomènes, de processus qui interfèrent avec le processus de Bologne, qui n'en sont au premier degré apparemment en rien des éléments, mais qui soulignent et qui contribuent à l'évolution de la réflexion, qui soulignent à quel point c'est l'ensemble des problématiques et non pas seulement une recherche de nouvelles réformes, de nouvelles améliorations d'un système qui est en jeu. Je veux parler tout particulièrement de l'apparition des outils de classement, les fameux rankings, qui se sont multipliés. Le premier ranking visible, significatif, est celui, vous le connaissez tous, de l'université de Jiaotong à Shanghai, le fameux classement de Shanghai. Il faut rappeler très tranquillement que c'est un bricolage. C'est un professeur, le professeur Mien de l'université Jiaotong, qui, j'ose le dire, dans un moment de désœuvrement, se dit, tiens, qu'est-ce qu'on va voir? Alors il demande à 2 de ses assistants d'aller pêcher sur Internet, université par université, où est-ce qu'on a des prix Nobel, où est-ce qu'on a des médailles Fields, où est-ce qu'on a des publications, mais évidemment sur Internet on va répertorier pratiquement uniquement des publications en anglais, et comme ça de façon extrêmement rapide, mais ce n'est pas du tout une attaque contre cette entreprise. Ce qui est un peu gênant, c'est qu'on est dans certains milieux très rapidement élevé en absolu, parce que ça commençait à ressembler, et là c'était du sérieux, aux agences de notation. Il y a eu un petit peu un mélange des genres là qui était relativement risqué, relativement dangereux, et dont je crois nous ne sommes pas aujourd'hui entièrement sortis. Alors, on croit en sortir en multipliant les types de classements. Après tout, pourquoi pas?
Mais je crois que surtout, ça risque, au-delà des informations utiles que ça peut apporter, ça réobscurcit le paysage. Par contre, dans le même temps, nous avons aussi des éléments qui ont pris de l'importance, qui ont pris, je dirais, de l'altitude, et qui, eux, alors, ont infléchi, dans un sens extrêmement positif, le processus de Bologne. Si je peux me permettre une boutade, nous connaissons tous la formule « un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité ». Eh bien, cette période du milieu des années 2000 a été un grand pas pour les universités et un pas encore plus grand peut-être pour la façon dont désormais nous devions nous inscrire dans le devenir planétaire. Le devenir planétaire, c'était l'étendue mondiale dont il devenait très clairement impossible de ne pas percevoir la présence. Quand on a commencé à parler du classement de Shanghai, je suis persuadé, excusez-moi, mais qu'il y a des gens qui sont allés, pas en Corée, mais en France, des gens qui sont allés regarder un atlas pour savoir où était Shanghai. Je ne vous ferai pas des confidences sur la façon dont beaucoup d'Européens croient encore que Bucarest est en Pologne, que c'est la capitale de la Hongrie, et que toutes sortes de visions très fantasmatiques ont encore cours. Donc l'étendue mondiale, oui, mais l'étendue humaine aussi. La prise de conscience qui intervient fortement au même moment et qui s'intègre au processus de Shanghai, qui est la conscience que nous prenons de ce que tous les processus d'apprentissage ne se réduisent pas, loin de là, aux études et ne se réduisent pas à ce qu'on appelle encore à ce moment-là des diplômes. Une notion voit le jour. Elle n'est pas initialement dans le processus de Bologne. Elle est partagée par un certain nombre d'individus, quelquefois, de petits groupes, d'associations, qui sont les notions que nous avons intégrées dans... Et là, il faut toujours se méfier de la façon dont on peut toujours transformer une belle idée en un simple slogan. Mais lifelong learning, alors ça fait LLL, c'est magnifique, mais ça n'est pas qu'un slogan. Nous savons, et nous prenons mieux conscience à ce moment-là, que c'est une véritable dimension du paysage auquel va se trouver désormais confrontée, à l'échelle du monde entier, la question de la formation, de l'apprentissage et des formes sous lesquelles nous allons pouvoir reconnaître, valider, certifier. Derrière cette idée de l'apprentissage tout au long de la vie, l'éducation tout au long de la vie, est très en liaison avec cette dimension, un nouveau processus, lui aussi au départ étranger à Bologne, prend de l'importance et de l'altitude, c'est ce qu'en français nous appelons la validation des acquis de l'expérience. Ça n'est pas un phénomène nouveau. En France, depuis 1936, il existe des diplômes d'ingénieurs qui portent ce label diplômé par l'État. Diplômé par l'État, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des ingénieurs se voient reconnaître un titre d'ingénieur tout à fait équivalent à celui des élèves sortis d'une école d'ingénieurs, mais pas sur la base des études qu'ils n'auraient pas suivies, sur la base du niveau de compétence que l'ensemble de leur pratique professionnelle a permis de mettre en évidence et de reconnaître. Ce système des validations d'expérience a fini en France, par exemple, par culminer en 2002. Il y a eu plusieurs étapes, dont certaines étaient antérieures au processus de Bologne, mais le fait que nous arrivions au point supérieur de cette démarche en 2002, donc en pleine période de développement de Bologne, n'est pas non plus un phénomène secondaire, puisque après avoir autorisé
la reconnaissance d'éléments d'un diplôme sur la base de la reconnaissance de l'expérience. Après avoir autorisé en 1995 la reconnaissance par ce processus de validation des acquis de la totalité d'un diplôme moins un de ces éléments. Il faut donc que l'étudiant, même si on lui a reconnu la quasi-totalité des compétences, passe quand même sur les bancs d'une université pour qu'on puisse dignement lui signer son diplôme. Eh bien, en 2002, on se libère de ce faux semblant et on peut, en France, délivrer tout diplôme, y compris un doctorat, par validation des acquis de l'expérience. Et là, je vous fais une confidence personnelle. Ayant été depuis de 2001 à 2005 directeur du service de la formation continue à l'INALCO, c'est donc moi qui ai eu à mettre en place ces dispositifs. Et ça a été une entreprise intellectuelle et je dirais quelquefois spirituelle extraordinairement enrichissante. En voyant arriver, vous voyez, j'ai une certaine émotion dans la voix, en voyant arriver des gens avec des parcours, des trajets incroyables, inimaginables, et qui, à un moment donné, perçoivent que la possibilité existe pour eux de se voir reconnaître la qualité et le niveau de ce qu'ils ont, à travers des parcours quelquefois très compliqués, appris. Il y a là-dedans des artistes, il y a là-dedans des techniciens, il y a là-dedans des militaires. Le paysage social de cette validation d'acquis est considérable. La préparation et la menée à bien d'un dossier est une entreprise qui est sans doute, je dirais, infiniment plus lourde intellectuellement et psychologiquement que ne l'est le simple fait d'aller en cours et d'espérer que la connaissance va monter depuis le siège ou le banc sur lequel on est en train d'écouter le professeur. Et bien tout cela, qui aurait pu n'être encore une fois que des slogans, devient réellement un outil considérable. C'est ce processus qui est à l'origine d'un des éléments qui devient une clé centrale du processus de Bologne. Je veux parler de la validation, la constitution des diplômes sous la forme de crédits accumulables et transférables. Alors, en quelques mots, pour passer très rapidement, et donc cette démarche, je n'ai pas de réponse toute faite à la plupart des questions que j'ai énumérées. Et cette prudence, je crois, a une source que je voudrais aussi vous indiquer. Lorsque dans mon établissement, je n'étais pas encore à la présidence, nous avons eu à mettre en place le système qui, en France, a été la réalisation de l'état dans lequel était le processus de Bologne. Je veux parler du système qui en français s'appelle LMD, le degré Bachelor, Master et PhD. Et en français, on ne pouvait pas mettre Bachelor, c'est-à-dire baccalauréat, parce que le baccalauréat, il existe déjà. C'est l'examen que passent les jeunes à la fin de l'enseignement secondaire et qui leur donne l'accès à l'université. Ce qu'on sait moins souvent, c'est que ça n'est pas un diplôme de fin d'études secondaires. Le baccalauréat français est le premier grade universitaire. Ça conduit, c'est très anecdotique, mais les jurys de baccalauréat en France sont forcément présidés par un professeur des universités. Donc, ce système donc, a été mis en place. On nous a dit, alors, est-ce que vous voulez y aller? Ne pas y aller, c'était perdre tout espoir d'être reconnu, sachant que nous sommes un établissement qui n'est pas une université, mais ne pas être reconnu, je dirais, au plan des démarches universitaires, et en particulier des démarches universitaires internationales, aurait été du suicide. Donc oui, bien sûr, on y est allé. Mais malheureusement, nous avons à ce moment-là assorti, notre président de l'époque, un ami, a cru bien faire, a cru gagner du temps en lançant cette formule, surtout pas de philosophie. Donc il se serait agi de mettre en place, éventuellement de bricoler, un nouveau système d'organisation.
là où les problèmes posés étaient d'une toute autre signification et d'une toute autre ampleur. On n'a pas su lire à cette époque, dans beaucoup d'établissements, et je le dis, dans mon établissement, on n'a pas su lire ce que portaient justement de philosophique les déclarations de la Sorbonne et les démarches qui se sont succédées à l'échelle de 2 ans en 2 ans lors des conférences ministérielles, largement préparées en principe par des débats universitaires et qui ont constitué l'ossature, la colonne vertébrale du développement du système de Bologne. Donc je ne reviens pas sur la conférence de la Sorbonne, dont je vous ai dit un mot tout à l'heure, sinon qu'on pourrait juste s'interroger sur où en est-on aujourd'hui de la réalisation des grandes idées qui avaient été lancées. Mais ça nous entraînerait très loin, et il est plus intéressant, je crois, de voir comment tout cela s'est traduit réellement dans la suite des événements. En juin 1999, à Bologne, en Italie, vieille capitale universitaire de la fin du Moyen-Âge, 29 États signent une déclaration, un texte commun, et cette déclaration du 19 juin 1999 initie le processus de Bologne. Ce processus est décrit à ce moment-là en 6 actions qui doivent être réalisées d'ici de 1999 à 2010. Donc en juste une dizaine d'années, en une décennie, il s'agit donc de mettre en place un système comparable et compréhensible, faciliter la lisibilité des offres de formation et assurer une meilleure reconnaissance internationale des diplômes et des certifications. C'est une ligne, je ne commente pas, mais c'est considéré comme un peu un socle minimum, le vrai constat qui est fait à ce moment-là. L'Europe est en train de s'unifier, de s'élargir. Beaucoup d'Européens, là où ils sont, n'ont aucune idée et aucune connaissance de comment on étudie dans les pays voisins. Alors on sait bien ici ou là que oui, ça ne se passe pas de la même façon en Angleterre et en France et en Allemagne, en Espagne et en Italie. Il y a des blocs qui se ressemblent plus ou moins, puis d'autres qui se ressemblent davantage. Et que tout cela crée des conditions de difficulté, au-delà desquelles, par exemple, si quelqu'un, alors que la création de l'Union européenne l'autorise à le faire, un citoyen européen qui a le souhait d'aller travailler dans un autre État de l'Union européenne s'aperçoit qu'on ne sait pas dans cet autre pays ce que valent les diplômes avec lesquels il se présente pour être candidat à un emploi. Il y a donc un premier degré qui est très pratique. Un deuxième point, organiser les formations en 2 cycles. Un premier cycle destiné à permettre une embauche et un deuxième cycle qui permet d'aller plus loin dans le niveau. Un troisième élément, valider les formations par un système d'accumulation de crédits, je le rappelle, transférables entre les établissements, et va se préciser l'idée que ces crédits sont conservables et accumulables dans le temps. On va donc avoir dans la structure des diplômes des choses qu'on dit encore. Par exemple, la licence c'est en 3 ans. Non. La licence c'est en 180 crédits. Il y a au niveau du master d'autres conditions d'études qui font que le cadre chronologique garde sa signification. Mais le master lui aussi est défini par le nombre de crédits, 120 crédits, qui permettent de l'inscrire dans un paysage, et l'ensemble de ces opérations permet d'un pays à l'autre, d'une université à l'autre, de savoir ce que l'étudiant a dans son sac, ce qu'il a parcouru comme trajet, ce dont il a besoin pour aller au bout d'un diplôme. Mais, 4e préoccupation, faciliter la mobilité des étudiants, des enseignants et des chercheurs. 5e préoccupation, entamer un processus d'assurance de la qualité des enseignements. C'est quelque chose auquel je crois tout universitaire est lui-même sensible. Je ne connais pas ou très peu
d'universitaires qui ne s'intéressent pas à la qualité de leur propre travail, pour lequel ils sont souvent assez indulgents, et du travail de leurs collègues, pour lequel ils sont quelquefois beaucoup moins indulgents. Mais ça veut dire aussi une préoccupation de qualité, c'est tout à fait. Et enfin, un résumé de toutes ces préoccupations qui est donner à l'enseignement supérieur européen une claire conscience de son unité et du fait qu'il acquiert une personnalité globale bien visible. Donc sur les autres processus, je dirais, je passerai sur la conférence de Prague en 2001. C'est surtout là un processus d'élargissement. On passe de 29 à 34. En septembre 2003, je vous en disais un mot tout à l'heure, à Berlin, on sent bien que les choses sont en train à la fois de se développer, il y a de nouveaux membres, mais il y a des questions à reposer. Cette question du statut du doctorat. Tout cela doit être requalifié et le sera lors de la conférence suivante en 2005 à Bergen. Définition des cadres nationaux et création de répertoire des qualifications, délivrance et reconnaissance de diplômes conjoints. C'est à ce moment-là qu'on voit arriver cette notion qui n'était pas initialement complètement inscrite, sinon dans les idées, du moins dans les préoccupations formelles, et également nécessité de renforcer la perception et l'appui à l'organisation pour l'étudiant, donc cette idée des crédits déclinée sous la forme de l'organisation de parcours flexibles. Non pas l'étudiant qui va faire son marché, un élément ici, 3 crédits là, etc., et au bout du compte, il construit un diplôme qui l'arrange, mais au-delà de cohérence disciplinaire évidemment importante, retrouvant la qualité, capacité, en face de la multiplicité des attentes des étudiants, de proposer et de développer, de soutenir des parcours plus individualisés que ne l'étaient jusque-là des diplômes qui étaient grosso modo, vous avez une licence de biologie, et bien dans cette licence de biologie, il y a à peu près les mêmes éléments, à quelques variables près, d'un étudiant à un autre. Donc là, on peut absolument développer plus largement cette diversification. En mai 2007 à Londres, c'est le statut du doctorat qui arrive au premier plan, et la conférence, pour cette fois, affirme. Donc je vais être obligé d'accélérer, je vous prie d'excuser mon caractère très bavard, j'ai rédigé cette introduction, cette présentation trop vite, ce qui fait que du coup elle est trop longue. Je passe donc très rapidement sur les grands traits du système, ça sera un élément d'ouverture de ma conclusion. Je ne reviens pas sur la structure même de ce que Bologne met en place. Mais les choses sont parfaitement simples. Je repars de ce dernier élément. Personnalisation des parcours, mise en place des outils de cette personnalisation, capacité à intégrer des formes multiples d'acquisition des connaissances et des compétences, et le mot de compétence est ici central. On passe d'une logique d'accumulation de connaissances à une logique de construction de compétences, c'est-à-dire la capacité à répondre à des enjeux qui sont ceux de l'étudiant, et on retrouve ici à ce moment-là ce qui progressivement devient le pivot majeur du processus de Bologne, qui tient en une phrase, une affirmation, c'est l'étudiant qui est au cœur du dispositif. Là où des étudiants venaient sur une université qui possédait la connaissance et la leur distribuait, nous passons à une situation, une sorte de renversement copernicien, nous passons à une situation où c'est l'étudiant. Mais qu'est-ce que l'étudiant sinon le mouvement de la société, la perception de besoins nouveaux, de pistes nouvelles de formation, et que c'est cela qui construit la mise en place des systèmes éducatifs proprement dit. Et enfin,
tout cela, et si je devais décrire ce processus, on aurait encore effectivement pour longtemps, je crois que le processus de Bologne, de ce point de vue, constitue un mouvement, et il constitue, ou en tout cas, il est un des éléments d'une époque. Et ce jeu, cette dynamique entre les traits propres, les priorités qu'il dégage et l'inscription de ces perspectives et de ces priorités dans le temps, m'amène, en ce qui me concerne, à une dernière grande interrogation et un élément de réponse que je voudrais très brièvement vous proposer. En réponse aux questions du début, non, le processus de Bologne n'est pas une réforme, même s'il contient des réformes. Non, ça n'est pas, je dirais, le fruit de quelque imagination, c'est la capacité à saisir le mouvement du monde. Or, ce mouvement du monde, quel est-il vis-à-vis des diplômes? Il est dans le fait qu'il y a désormais un besoin de diplômes pour tout et pour chacun. Là où les enfants du forgeron devenaient forgerons, là où les enfants du paysan devenaient paysans, nous savons désormais que nous sommes dans un monde où ce schéma, qui a commencé à se mettre en place il y a déjà très longtemps, est rentré dans une phase définitive et décisive. Il n'y aura pas de retour à une division du travail qui serait purement et simplement, je dirais, calquée sur le devenir physique des populations. Il y a des connaissances, la nature des connaissances fait qu'elles ne sont plus transmissibles par héritage personnel ou familial, mais exclusivement par l'apprentissage, l'enseignement, les différentes modalités par lesquelles la connaissance et la compétence se construisent. Mais ce qui est, je crois, précisément fondamental, c'est le caractère irréversible, le caractère massif du passage à cette éducation comme seul canal de production des compétences. Or, dans le même temps, il y a un deuxième élément, lui aussi historique, qui vient interférer, c'est que ces diplômes qui deviennent absolument indispensables, même pour des niveaux d'emploi ou d'occupation relativement proclamation, passez-moi cette expression, qui est que, oui, nous sommes bien, de ce point de vue, la recherche des solutions à cet enjeu, comment répondre aux besoins des hommes et des populations, des sociétés, des économies, dans un monde où l'évolution des connaissances a rendu obligatoire la possession de diplômes et où simultanément ces diplômes sont devenus passez-moi l'expression, des produits de plus en plus volatiles qui appellent des efforts considérables de permanence dans la remise à jour, c'est vraiment ce que je considère comme une révolution, cette naissance d'un nouveau modèle éducatif qui n'est pas la simple évolution et la simple répétition des modèles précédents. L'émergence d'un nouveau modèle éducatif est bien une révolution de nature et de portée anthropologique. Donc je vous remercie et en vous priant d'excuser mon bavardage.